Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. À la une de votre journal, la tension qui a de nouveau explosé au Parlement arménien. On commence avec ces images d'une violence inouïe au sein même de la session extraordinaire. Tout a basculé lors de l'intervention du député d'opposition Artur Sargsyan, visé par une demande de levée d'immunité. Il a déclaré connaître d'avance l'issue du vote et a annoncé vouloir utiliser son temps pour aller à l'église avec sa famille avant de se rendre à la justice. C'est après une réplique d'un député du pouvoir que la situation a dégénéré en une violente altération. Selon l'opposition, des inconnus se présentant comme des assistants de la majorité ont fait irruption et ont attaqué les élus. Regardons ces images sans commentaire. Vous avez décidé de m'emprisonner ? Emprisonnez-moi. Votre truc à vous, c'est d'opprimer et d'effrayer les gens. Le mien, c'est de lutter, d'avoir de l'honneur et de la dignité. Comme on peut le voir, la bagarre s'est poursuivie dans les couloirs où le vice-président de l'Assemblée nationale arménienne, Hako Parchakian, s'est lui-même joint à la bousculade. Et cette tension politique se double aujourd'hui d'un volet judiciaire spectaculaire. Depuis ce matin, les forces de l'ordre perquisitionnent le siège des réseaux électriques d'Arménie, ainsi que le domicile de Narek Karapetyan, le président du conseil d'administration et fils de l'homme d'affaires Samvel Karapetyan, déjà en détention. Ils trouveront bien quelque chose pour m'arrêter, a-t-il laconiquement déclaré aux journalistes. Ils ont pris 37 documents de travail dans mon bureau. Je pense qu'ils cherchent à monter une procédure judiciaire, qu'ils finiront peut-être par trouver quelque chose, mais je ne vois vraiment pas ce qu'ils pourraient trouver. En Arménie, personne n'a peur des arrestations ou des emprisonnements. C'est même devenu un grand honneur, parce qu'il faut aller à contre-courant pour pouvoir ensuite garder la tête haute. Pendant ce temps, sur la scène diplomatique, c'est à Stepanakert, sous occupation azerbaïdjanaise, que s'est tenue une autre passe d'armes. Lors d'un sommet international, le président azerbaïdjanais Aliyev a saisi la tribune pour lancer une nouvelle charge contre l'Arménie, l'accusant de vandalisme et d'avoir démoli 65 des 67 mosquées de la région. Des accusations qui soulèvent une question simple: sur quels rapports internationaux se base-t-elle? Car la réalité est documentée par de nombreuses organisations pointe dans la direction exactement inverse. D'un côté, les allégations de Bakou, de l'autre, les faits rapportés par Caucasus Heritage Watch, qui documente une augmentation de 75% de la destruction du patrimoine arménien. Le rapport de la Commission américaine sur la liberté religieuse, qui démontre une politique azerbaïdjanaise systématique de destruction. Et enfin, l'UNESCO, qui a exprimé à de multiples reprises son inquiétude. Une rhétorique de guerre qui contraste violemment avec les déclarations de notre responsable azerbaïdjanais. Le conseiller présidentiel Hikmet Hacıyev a en effet affirmé que la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan existait déjà. Je cite: « Nous avons un contact bilatéral avec l'Arménie. Nous avons réussi à faire passer notre relation du stade de l'affrontement militaire à celui du différend politique. » Fin de citation. On quitte la région pour Washington où une autre menace pèse sur la communauté arménienne. Un tour de vie migratoire sans précédent aux États-Unis et la communauté n'est pas épargnée. La nouvelle politique de Donald Trump qui instaure un état d'urgence pour permettre des expulsions massives concerne directement plus de 2800 Arméniens dont les noms figurent sur une liste du département d'État. Alors, quel est leur statut exact? De quel droit disposent-ils face à cette menace et quel sort les attend? Pour comprendre les risques, nous avons interrogé un avocat spécialisé dans le reportage d'Anna Harutyunyan.
Tijuana, c'est la dernière étape avant le rêve américain. Dans cette ville mexicaine, à la frontière de la Californie, on entend parler arménien à chaque coin de rue, tant les candidats à l'exil y sont nombreux. C'est par ici que beaucoup de nos compatriotes tentent de réaliser leur rêve américain. Dans le viseur de la politique migratoire durcie du président américain Donald Trump, on retrouve aussi des citoyens arméniens. Oui, une vague massive d'expulsions a commencé dès le premier jour de la présidence de Trump. La cible principale, ce sont les Chinois et les Indiens, qui sont visiblement des travailleurs migrants. Les Indiens sont des travailleurs migrants dans le monde entier et les expulsions ont été très nombreuses. Ces opérations d'expulsion ne sont pas qu'une simple question de politique migratoire. Elles font partie d'un agenda plus large de sécurité intérieure et de maintien de l'ordre public. Il semble que Trump, durant sa présidence, veuille rétablir la loi sur les ennemis étrangers qui datait du XVIIIe siècle. Il veut nettoyer son pays de la masse criminelle. La justification, l'objectif, c'est de restaurer l'ordre public, d'assurer la sécurité. Mais aux États-Unis, experts et juristes avancent l'argument inverse. Ce sont justement les immigrés qui signalent les crimes, tandis que la population locale reste silencieuse. Selon eux, les expulsions ne réduiront pas la criminalité, mais l'augmenteront. Plus encore, sans les travailleurs migrants, l'économie serait en danger, car les Américains ne font pas ces travaux. Beaucoup de cas sont connus de personnes entrant illégalement sur le territoire américain en traversant la frontière mexicaine. Cela peut être considéré comme une violation du régime légal et mener à une détention. Ils font face à n'importe quel risque juridique, y compris se retrouver en détention, dans un camp de migrants, un camp de concentration, je ne sais comment on l'appelle. Ils peuvent se retrouver là-bas. Ils peuvent être expulsés, avoir un papier d'expulsion dans leur dossier. Tous leurs documents, y compris ceux prouvant qu'ils sont entrés aux États-Unis avec de faux papiers, peuvent être renvoyés en Arménie aux services de sécurité compétents pour qu'ils soient jugés ici pour être partis avec de faux documents. Si une personne est un sujet criminellement dangereux, c'est la détention qui la menace, pas l'expulsion. Mais ceux qui ne représentent pas une menace pour le pays, la vie publique, la sécurité, mais qui sont entrés illégalement, eux sont simplement expulsés. Selon les données de l'ambassade des États-Unis en Arménie, pour l'année fiscale 2024, un total de 2688 visas d'immigrants a été délivré à des Arméniens. La majorité dans les catégories de parents proches, 1103, et de la loterie de la diversité, 1063. Mais dans le processus d'expulsion, ce sont 2808 Arméniens entrés illégalement qui sont aujourd'hui listés. Il y a même des avocats d'origine arménienne en Amérique qui se spécialisent dans la légalisation des immigrants illégaux, en régularisant leur séjour, en réglant la question de l'asile par le biais des tribunaux. Sur quelle base peut-on obtenir un statut légal? Naturellement par le mariage. Bien que ce soit une procédure complexe, c'est une option efficace. Le mariage doit être réel, même si l'avocat guidera sur la manière de l'organiser. Il y a aussi le permis d'études, si l'objectif est de rester pour étudier, et le permis de travail. Ces dernières années, l'immigration aux États-Unis est devenue un sujet politique et social majeur, autour duquel les opinions sont nombreuses et souvent contradictoires. Et pour finir sur la scène internationale, un tour d'horizon des tensions. Téhéran s'inquiète de la formation d'une alliance stratégique entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et Israël. Selon un prestigieux think tank britannique, le rôle de médiateur de Bakou entre Ankara et Tel Aviv ne fait qu'accroître l'isolement de l'Iran. Pendant ce temps, Ankara a très mal réagi aux critiques de la France sur l'arrestation de maires de l'opposition, dénonçant une ingérence inacceptable et accusant Paris de 2 poids, 2 mesures. Retour à Yerevan maintenant, avec une préoccupation bien plus concrète pour ses habitants. C'est un voile gris qui est devenu familier, mais derrière ce qui ressemble à un simple brouillard se cache une grave crise de santé publique. Les niveaux de pollution de l'air dépassent régulièrement les normes de l'Organisation mondiale de la santé, parfois jusqu'à 8 fois la limite recommandée. En cause, un cocktail explosif de poussière de construction, de gaz, d'échappement et de fumée de chauffage, avec des conséquences graves sur la santé. Alors comment en est-on arrivé là et quelles sont les solutions? Simon Hovhannissian a tenté de trouver les réponses. Ça, c'est un chantier en Chine. Sous cette immense bulle, ni poussière, ni bruit assourdissant.
Et maintenant, revenons à Erevan, où les jours de vent, la ville est plongée dans un brouillard de poussière. Ces images, notre caméra les a filmées il y a quelques jours. Qui est responsable de l'air saturé de poussière que respirent les habitants d'Erevan? N'existe-t-il pas de normes claires pour les promoteurs immobiliers? L'État est d'accord avec nous pour dire que les promoteurs ne sont pas les seuls responsables de ce volume de poussière, de cette pollution de l'air. La part du lion revient à d'autres activités, parfois même en dehors d'Erevan. La pollution due au comportement des promoteurs ne représente qu'une très faible part. Rien que sur les 340 chantiers d'immeubles résidentiels à Erevan, près de 700 infractions ont été enregistrées au premier semestre de cette année. L'amende n'est pas dissuasive. De 70 000 à 100 000 drams, environ 170 à 250 euros. Je pense qu'il y aura des promoteurs prêts à payer cette amende, plutôt que de respecter nos exigences. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas une exigence de la mairie, c'est une exigence des citoyens, pour éviter de créer des nuisances inutiles. Il y a un flou dans les normes de construction. Les bâtiments doivent être recouverts d'un filet, mais la manière de le fixer n'est pas clairement définie, explique le président de l'association des promoteurs. Évidemment, aucun entrepreneur ne veut commettre d'infraction, mais ces filets anti-poussière ne sont pas si efficaces. Ils ne remplissent pas leur fonction, surtout quand il y a du vent. La ville se transforme alors en ville de filets volants. Les bâches, les filets se déchirent et volent de cour en cour. Il ajoute que ce sont des filets avec des trous. La poussière passe tranquillement à travers. Selon M. Grigorian, il existe des mesures plus efficaces, comme maintenir le site humide ou fermer complètement les portes et fenêtres des étages en construction. Ils ont enlevé tous les filets, il n'en reste qu'en haut. Regardez, ici. Ce n'est pas possible. Comment peuvent-ils faire pour qu'il n'ait pas de poussière s'il y a un bon coup de vent? Qui peut lutter contre ça? On fait pression sur eux dans la limite de nos pouvoirs. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais il y a une impossibilité objective. Sur un chantier comme celui-ci, c'est tout simplement impossible. Même s'ils installent des systèmes d'irrigation au goutte à goutte, comme certains l'ont fait, sur cette grande surface où la construction n'a pas encore commencé, la poussière vient de là. Que peut-il faire pour que la poussière ne vienne pas de là? Le mois dernier, par exemple, selon les données de la qualité de l'air en Arménie, la quantité de poussière dans certaines zones d'Erevan a dépassé la norme de près de 3 fois. Simon Ovanessian, Gevorg Sianosian, Levon Voskanian, Reopen Media. Et nous terminons ce journal avec un regard tourné vers l'humain. Elles sont souvent oubliées, leurs histoires réduites au silence des murs d'une prison. Ma collègue Narine Roukassian a franchi les portes de l'établissement pénitentiaire d'Abovian. Elle est allée à la rencontre de ces femmes qui purgent leur peine pour recueillir une parole rare, des récits de vie que l'on n'attend que très rarement. Oui, j'ai changé. J'ai beaucoup changé. La personne que j'étais avant, ce n'est plus moi. Derrière les barreaux, la réalité est tout autre. Une réalité qui, pour une erreur fatale, une seule décision irréfléchie, a fait de nombreuses femmes les habitantes de l'établissement pénitentiaire d'Abovian. Des années qui s'étirent, lentes et interminables. Aujourd'hui, 48 femmes sont en détention préventive ici, et 34 purgent leur peine. Les protagonistes de notre reportage ont été condamnées pour escroquerie. C'est ma vision de la vie qui a changé. Je suis devenue beaucoup plus méfiante. J'ai commencé à ne faire confiance qu'à très peu de gens. J'ai perdu confiance en l'autre. Je suis plus prudente dans mes actes. Pour chaque pas, je réfléchis longuement, je calcule. Avant, je pouvais avoir une idée et la réaliser sur le champ. Quand elle parle à ceux qui lui sont encore chers, cette jeune femme pèse chaque mot de peur de blesser. Elle l'avoue, elle se sent coupable et regrette son geste. Une chose est sûre, je ne deviendrai pas amère, car aujourd'hui, je suis ici pour mon erreur, et personne n'est coupable à ma place. Si j'avais pesé le pour et le contre, je ne serais certainement pas là. Cette jeune mère de 3 enfants, âgée de 28 ans, regrette elle aussi son geste. Son premier mari, dit-elle, l'a poussée à commettre cette escroquerie sous la menace de la priver de ses enfants, pour ensuite dilapider l'argent dans sa dépendance au jeu. En arrivant ici, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, ceux que je devais perdre. Ceux à qui, à l'époque, j'avais donné trop de place dans ma vie. C'est en arrivant ici que j'ai vu leur vrai visage. Son 3e enfant, elle l'a eu en prison, fruit d'un second mariage. Mais le destin, une fois de plus, s'est montré cruel. Ils ont divorcé. Un double coup dur qui, dit-elle, l'a rendue plus forte. C'est le seul endroit que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, même pour une heure. Les murs ici, ils vous tuent. C'est une mort lente. Chaque jour, vous vivez la mort. C'est comme être condamné à la peine capitale, mais exécuté lentement. Elle dit ne pas savoir comment elle surmontera la douleur de ces années perdues, une douleur dont elle est responsable, mais que ses proches endurent à sa place. Sa mère, ses sœurs, son frère et ses enfants, aujourd'hui confiés à sa famille. Je regrette tellement d'être loin de ma famille aujourd'hui à cause d'un homme, à cause de mes peurs. Je regrette mon comportement, mes actes. Aujourd'hui, ma mère a des problèmes de santé. J'ai fait du mal à la personne la plus importante de ma vie. Et cette personne, c'est mon parent, qui a été pour moi à la fois une mère et un père. Pour tenir, les détenus participent à divers ateliers. Il y a même une école. La journée est en quelque sorte bien remplie.
Ces activités aident à s'évader d'une réalité pesante, à rayer les jours sur le calendrier dans l'attente du retour à la maison. Nous suivons des cours de couture. Je pense que cela nous sera très utile après notre sortie. On fait même des pantalons, différents types de coussins. On organise des jeux, des événements, on lit si on a du temps libre. Cette jeune femme a purgé 2 ans et demi des 6 années de sa peine. Entre ces murs oppressants, les détenus apprennent la retenue, maîtrisent leurs émotions. Quels conseils donnerait-elle aux femmes en liberté ? Le plus terrible, c'est d'avoir des enfants et d'être loin d'eux. T'as beau avoir des journées remplies, essayer de ne pas sombrer, ce vide, le fait de ne pas être à leur côté, ça te brise. Je leur conseillerais de vivre de telle sorte que leurs enfants ne passent jamais une nuit sans elles, pour que leurs enfants ne perdent pas leur enfance. Chaque pas qu'elles font dans la vie, qu'elles le fassent avec une extrême prudence, qu'elles marchent sans laisser de traces derrière elles. Je ne souhaite à aucune femme de se retrouver dans un tel endroit. Je voudrais que les prisons pour femmes ferment, car une femme arménienne n'a pas de sa place ici. Dans un cahier, cette jeune femme consigne son histoire. Elle rêve d'en faire un livre un jour pour qu'aucune autre femme arménienne ne répète ses erreurs et ne se retrouve, à son tour, dans une cellule de prison. Narine Goukassian, Reopen Media. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 8 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très bientôt.